La plus grande session d'entraînement de pointe qu'OpenAI avait prévue n'est, pour l'instant, pas en cours. Elle est à l'arrêt. Rien n'a pris feu, personne n'est à court de GPU. Il n'y a pas de bug mystérieux dans la pile logicielle. Ils l'ont arrêté volontairement et ils le maintiennent à l'arrêt pendant qu'ils mènent des expériences plus petites et plus prudentes pour se convaincre que ce qu'ils s'apprêtent à construire ne fera pas quelque chose qu'ils ne pourront pas annuler. La raison a un nom, Astra. Le 7 août, OpenAI a conclu en interne qu'Astra, l'un de leurs prochains modèles, pourrait atteindre le seuil critique de capacité en cybersécurité selon leur propre cadre de préparation. Critique est le niveau le plus élevé de cette échelle, il n'y a pas de niveau supérieur. Et ce que cela signifie, dans le langage qu'ils utilisent publiquement, c'est qu'Astra pourrait être capable de découvrir et d'exploiter de manière autonome des vulnérabilités 0-day dans des systèmes critiques en suivant des instructions générales. La personne qui l'utilise décrit la cible et ce qu'elle souhaite en obtenir, de façon générale. Et le modèle s'occupe lui-même de la découverte, de l'exploitation et de l'enchaînement. Vous connaissez déjà Hugging Face. Nous en avons parlé au fur et à mesure que cela se déroulait. Les agents qui sont sortis à travers la barrière du bac à sable pour aller chercher des réponses au benchmark et qui se sont finalement retrouvés à l'intérieur de l'infrastructure de production. Gardez cela en tête, mais regardez-le sous un angle légèrement différent, car voici la partie qui me donne vraiment des frissons. Les modèles qui ont réussi cela n'étaient pas classés comme critiques pour la cybersécurité. Cet incident représente le minimum, pas le maximum. Astra est ce qu'il y a de l'autre côté. Ces deux éléments réunis ont donné un document d'OpenAI qui ressemble moins à un article de blog qu'à un compte-rendu interne d'incident que quelqu'un aurait décidé de publier. Il s'intitule « Cadencer le développement des modèles à l'ère des capacités cybercritiques » et les détails qu'il contient sont vraiment particuliers. Alors examinons-le correctement. La pause dont j'ai parlé au début n'était pas la seule. Il y a également eu un arrêt complet de 2 semaines de l'entraînement par apprentissage par renforcement pour les derniers modèles destinés au déploiement. Pendant qu'ils renforçaient et soumettaient leurs environnements de recherche à des tests offensifs et élargissaient la couverture de leur surveillance, la session Big Frontier est celle qui reste encore à l'arrêt, et elle le reste. Pendant qu'ils effectuent des entraînements et des évaluations à plus petite échelle pour évaluer le comportement du modèle, valider les mesures de sécurité et recueillir plus de preuves d'alignement avant de le lancer réellement, un laboratoire en plein processus d'introduction en bourse qui met volontairement en pause sa plus grande session d'entraînement, ce n'est vraiment pas quelque chose que l'on voit pratiquement jamais. La façon dont il présente l'ensemble du dispositif de sécurité repose sur 3 couches complémentaires. La surveillance, qui permet de détecter les comportements préoccupants et d'y répondre. L'alignement, qui réduit dès le départ les risques d'actions nuisibles ou non autorisées, et la sécurité, qui limite ce à quoi les systèmes peuvent accéder. Et il y a une phrase là-dedans qu'on peut facilement survoler, mais qui représente en fait tout l'enjeu stratégique. Ils s'attendent à ce que les modèles fassent bientôt la majeure partie du travail de sécurité eux-mêmes, y compris se défendre contre d'autres modèles. C'est ainsi qu'ils comptent faire évoluer les 3 niveaux en même temps que les capacités, parce qu'il est évident que des humains qui vérifient tout, ce n'est pas une solution qui passe à l'échelle. Du côté de la sécurité, la réaction a été immédiate et directe. Juste après l'incident Hugging Face, ils ont suspendu l'inférence des modèles de pointe dans les clusters de recherche pour toute exécution pouvant lancer du code ou utiliser des outils connectés à Internet. Ils l'ont tout simplement désactivé. Ensuite, ils ont rétabli assez rapidement une voie plus restreinte et plus sécurisée pour l'exécution du code. Puis, par la suite, ils ont examiné chaque charge de travail individuellement pour décider ce qui pouvait être remis en ligne en toute sécurité. Certaines repris avec les nouvelles mesures de sécurité, d'autres nécessitaient d'abord de véritables modifications. Ensuite, au cours des semaines suivantes, ils ont établi de véritables exigences. L'isolation des charges de travail est la première, ce qui signifie des bacs à sable renforcés pour tout ce qui exécute du code généré par le modèle ou tout autre code non fiable. Et cette exigence s'étend aux logiciels qui pourraient eux-mêmes être compromis lors du traitement des sorties du modèle. Cette seconde partie est plus importante qu'il n'y paraît, car cela signifie qu'ils considèrent la sortie du modèle comme une entrée potentiellement hostile pour leurs propres outils. L'isolation réseau est la deuxième exigence. Davantage de contrôle pour séparer les charges de travail à risque élevé et non fiables d'Internet, conçues spécifiquement pour qu'une seule compromission d'une charge de travail ou d'un service de support ne permette pas à elle seule d'accéder à Internet ou à d'autres réseaux internes. C'est une réponse architecturale directe à ce que les agents ont réellement fait, c'est-à-dire pivoter d'un endroit à un autre en utilisant tout ce qu'ils trouvaient à portée de main. Et troisièmement, des tests de sécurité continus. Ils ont retiré les services partagés susceptibles d'être vulnérables, réduit les privilèges permanents, redéfini les frontières de sécurité et de confiance, et amélioré la collecte et la surveillance des journaux de sécurité. Et ensuite, dans une démarche très représentative de l'époque actuelle, ils automatisent les tests de ces frontières en utilisant leur propre modèle, en menant des attaques simulées contre eux-mêmes de façon continue.
Le niveau le plus strict de tout cela s'applique à tout ce qui concerne Astra ou les modèles axés sur la cybersécurité, précisément en raison de cette évaluation critique du risque cyber. Et cela couvre également toutes les autres charges de travail liées à la cybersécurité. Une partie de la formation et de l'évaluation d'Astra répond déjà à cette exigence, mais un nombre important de charges de travail reste encore en pause en attendant d'être migrées vers les environnements renforcés. Et l'ordre de migration vous en dit long sur les priorités. Les charges de travail liées à la sécurité et à l'alignement passent en premier. Mais alors que des entreprises comme OpenAI repoussent cette technologie à ses limites absolues, il existe une opportunité bien plus simple qui s'offre à nous tous. Et c'est vraiment tout l'intérêt ici. Tout le monde utilise l'IA à ce stade, mais presque personne n'est payé pour ça. La plupart des gens pensent que c'est trop compliqué, mais en réalité, ça n'a jamais été aussi simple. Mark Cuban l'a dit mieux que personne. Apprenez à créer des agents, allez parler aux petites entreprises et trouvez les tâches ennuyeuses que personne n'a le temps de faire. Relancer les prospects, prendre des rendez-vous, courir après les factures, répondre 40 fois par jour aux 5 mêmes questions des clients. Ce travail a une vraie valeur pour la personne qui s'y noie. Les entreprises paient des milliers pour s'en débarrasser. Nous sommes sur le point de lancer quelque chose que tout le monde nous demande de créer depuis 1 an, et cela rendra plus facile que jamais de profiter de cette ruée vers l'or de l'IA jamais vue auparavant. Si vous avez quelques heures par semaine et si vous voulez profiter de cette occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie, cliquez sur le lien dans la description ou scannez ce code QR et inscrivez-vous dès maintenant pour être le premier informé quand ce sera disponible. C'est entièrement gratuit et vous recevrez même un cadeau gratuit en vous inscrivant. Mais inscrivez-vous dès maintenant car nous n'avons que 3000 places disponibles. Et déjà, la moitié ont été prises. Très bien, revenons à la vidéo. Maintenant, la section de surveillance est là où cela devient techniquement intéressant. Il faisait déjà de la surveillance avant cela, principalement axée sur les déploiements internes des modèles de pointe et les phases d'apprentissage par renforcement de pointe, qu'il considérait comme les plus risquées, ce genre de choses. Parce que c'est là que vous obtenez des capacités avancées, combinées à des outils, des systèmes sensibles et un accès au réseau. Mais cela n'était pas appliqué à chaque inférence et à chaque session d'entraînement utilisant des outils. C'est cette lacune que la nouvelle configuration comble. Le nouveau système comporte plusieurs étapes. Il commence par des classifieurs d'activation, qui sont des détecteurs examinant l'activité interne du modèle plutôt que seulement sa sortie. Et ceux-ci s'exécutent à chaque token échantillonné. Lorsqu'un élément semble suspect, il est transmis à des enquêteurs automatisés de plus en plus sophistiqués et gourmands en ressources de calcul. Ces enquêteurs examinent les actions des outils, ainsi que tout raisonnement disponible, et toute la séquence complète d'activités, cherchant spécifiquement à détecter tout accès non autorisé, vol de données, comportement destructeur et tentative de contourner les dispositifs de sécurité eux-mêmes. Les engagements en matière de calendrier sont concrets. L'objectif est de donner une alerte dans les 30 minutes suivant l'apparition d'une activité préoccupante. Si le système estime qu'une limite de sécurité critique a probablement été franchie, il déclenche l'alerte de plus haute priorité, qui prévient les équipes de sécurité, de sûreté et de recherche. Et puis il y a une règle que j'aime vraiment, parce qu'elle inverse la charge habituelle de la preuve. Si ces équipes ne peuvent pas déterminer de façon concluante en moins de 30 minutes que l'alerte est un faux positif, elles sont censées interrompre l'activité, non pas si elles confirment que c'est réel, mais si elles ne peuvent pas l'exclure. Cette surveillance est obligatoire pour tous les entraînements et évaluations RL impliquant des outils, pour les modèles ayant une capacité autonome ou supérieure. Et après le 7 août, quand Astra a été signalé comme potentiellement critique pour la cybersécurité, ils ont ajouté une exigence supplémentaire couvrant toute inférence d'Astra avec des outils, pas seulement l'entraînement et les évaluations. Rien de tout cela n'est gratuit. Leur estimation actuelle situe la surcharge de surveillance à environ 20% de la puissance de calcul d'inférence surveillée. Bien que cela varie beaucoup selon les différentes charges de travail d'entraînement et d'évaluation. 20% de votre puissance de calcul sont consacrés à vous surveiller vous-même. Ils disent qu'une analyse technique plus complète du système sera publiée dans un article séparé. Concernant l'alignement, ils appliquent désormais les techniques principales à davantage d'étapes de l'entraînement pour les sessions d'apprentissage par renforcement sur les modèles les plus performants. Cela signifie améliorer les modèles de récompense afin qu'ils détectent réellement et découragent les comportements dangereux à travers différentes tâches et environnements. Entraîner les modèles à être plus honnêtes sur leurs propres actions, capacités et limites, et réduire les comportements qui exploitent les faiblesses des récompenses, des évaluateurs, des outils ou de la supervision. Le détournement du système de récompense, c'est-à-dire lorsque le modèle trouve un moyen d'obtenir un score élevé à l'entraînement sans réellement faire ce que vous vouliez, est au cœur de ce problème, et vous pouvez comprendre pourquoi cela devient soudainement urgent. L'incident chez Hugging Face était, à un certain niveau, du piratage de récompenses avec des capacités réseau en plus. Ils élargissent également la prise en compte, à l'entraînement, des comportements susceptibles de poser problème, en particulier lorsque les modèles interagissent avec des systèmes et des ressources externes. En regardant vers l'avenir, ils disent que le cadre de préparation lui-même doit évoluer, car les signaux envoyés par les modèles à venir montrent clairement que la version actuelle ne va pas assez loin.
Ils veulent qu'il couvre à la fois l'entraînement et le déploiement, et ils prévoient de faire appel à des organisations externes et de publier davantage d'informations au fur et à mesure de son développement. La citation la plus honnête est sortie d'un point de presse de la vice-présidente de la recherche d'OpenAI, Mia Glass, rapportée par Bloomberg. Elle a d'abord dit la chose évidente, tout cela vise à éviter un autre incident comme Hugging Face. Elle a ensuite ajouté qu'étant donné la rapidité à laquelle les capacités évoluent, ce n'est pas du tout suffisant, et que le véritable objectif est que les garde-fous restent en avance, plutôt que de simplement suivre le rythme. Et un détail provenant de la couverture allemande de cette affaire, qui n'a pas été beaucoup relayé ailleurs, des incidents comme celui de Hugging Face se sont également produits chez Anthropic et chez Meta. Ce n'est pas le problème d'un seul laboratoire. Ce qui prépare bien l'autre moitié de l'histoire, car la veille de ce post, OpenAI en a publié un autre. Greg Brockman a publié La fenêtre du défenseur, soutenant que l'IA peut désormais automatiser certaines parties des cyberattaques dans le monde réel. Que les modèles à poids ouvert ayant des capacités comparables n'ont que quelques mois de retard sur les modèles de pointe, et que les défenseurs disposent d'un temps limité pour adopter ces mêmes capacités et prendre de l'avance. Lior Div, qui travaille dans la sécurité depuis 30 ans et dirige maintenant 7AI, a écrit une réponse qui souligne fortement l'ironie. Le plus fort avertissement jamais émis concernant les attaques alimentées par l'IA est venu de l'entreprise dont les propres agents en ont mené une. Brockman ne spécule pas sur ce que ces systèmes peuvent faire, il a vu les siens le faire. L'observation la plus pertinente de Div concerne une phrase discrète dans l'essai de Brockman, où OpenAI mentionne que presque toutes leurs alertes de sécurité initiales sont triées par l'IA avant qu'un humain n'intervienne. L'une des entreprises les plus attaquées de la planète fonctionne déjà ainsi en première ligne, ce qui signifie que le débat sur la question de savoir si ces technologies sont prêtes pour les opérations de sécurité est en gros terminé, réglé dans les deux sens la même semaine. Et Brockman a fixé une date. Des modèles à poids ouvert performants commenceront à arriver fin août. Div avait écrit en février à propos de la fenêtre de parité, le moment où les défenseurs ont eu accès à la même IA que les attaquants. Selon lui, la parité était l'opportunité, et la fenêtre des défenseurs est la date limite. Après 18 mois à mener des opérations de sécurité agentique en production pour des entreprises du Fortune 500, allant de 1000 employés à 200 000, dans pratiquement tous les secteurs, il en a retenu 3 choses. Premièrement, la confiance donne le rythme. Un attaquant peut lâcher ses agents et garder simplement ce qui fonctionne. Un défenseur doit justifier chaque conclusion à laquelle un agent parvient. Il a vu des analystes chevronnés refaire les enquêtes des agents étape par étape, cherchant l'erreur qui justifierait leur scepticisme, et quand il n'en trouvait pas semaine après semaine, il confiait encore plus de travail aux agents. C'est la transparence du raisonnement, et non la capacité brute, qui détermine la rapidité avec laquelle cette confiance s'installe. Ensuite, les verdicts priment sur la quantité. Un agent qui traite 1 million d'alertes et se trompe sur celle qu'il ne fallait pas rater a échoué. Les équipes qui avancent le plus vite vérifient les conclusions de l'agent avec leurs meilleurs analystes humains jusqu'à ce que le taux d'accord permette plus d'autonomie. Troisièmement, le point de départ en lecture seule recommandé par OpenAI est vraiment la bonne première étape. Mais ce n'est que la première d'un processus plus long. Une fois que l'enquête autonome a gagné la confiance, vous activez la remédiation automatisée pour les cas où les preuves sont sans ambiguïté. Ensuite, vous demandez aux agents d'étudier le rapport d'enquête et de recommander des modifications des règles de détection afin d'élargir la couverture et d'éliminer les faux positifs pour que les alertes inutiles cessent complètement. Ensuite, vous les orientez vers la chasse aux menaces. Et il y a une certaine symétrie, car les attaquants utilisent déjà l'IA pour pivoter en pleine intrusion et s'adapter à la vitesse des machines. Les défenseurs expérimentés appliquent la même stratégie à l'envers, avec des agents qui enquêtent et agissent, pendant que les humains analysent ce qui ressort pour déterminer où la couverture est insuffisante. Div admet qu'il s'est déjà trompé une fois, en estimant que l'enquête autonome mettrait des années à gagner la confiance des entreprises. Cela n'a pris que quelques mois. Et tout cela, chaque détail, se produit alors que la direction d'OpenAI est en pleine tourmente. La directrice commerciale, Denise Dresser, a annoncé un départ soudain 2 jours après que Brad Lightcap a mis fin à 8 années de service pour se lancer dans un nouveau projet. Lightcap avait déjà quitté son poste de directeur des opérations pour un rôle de projet spéciaux 4 mois plus tôt, et Dresser avait absorbé une partie de ses responsabilités. Fidji Simo, qui avait quitté son poste de PDG chez Instacart pour rejoindre l'entreprise, s'est retiré en juillet, invoquant une aggravation sévère d'une maladie chronique. Kevin Vail, vice-président d'OpenAI pour la science, et la directrice marketing Kate Roche sont tous deux partis en avril. Le contexte qui rend cela d'autant plus douloureux, c'est la valorisation de 852 milliards de dollars et le prospectus d'introduction en bourse qu'ils ont déposé confidentiellement en juin, sans calendrier précisé. Un fondateur d'une start-up d'IA a qualifié ces départs avant l'introduction en bourse de signal d'alarme majeur sur X, soulignant que le dresseur a quitté ce qui était vraisemblablement un très gros package salarial en moins d'1 an. Et que si les cadres qui partent ne sont pas compensés ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle. Le remplaçant est Dali Rajic,
Ancien directeur des opérations de Beez, la société de sécurité que Google a achetée pour 32 milliards de dollars, présenté à OpenAI par le fondateur de Thrive, Josh Kushner. Selon Brockman, Ragic va transformer ce qu'ils ont appris en une mise en œuvre reproductible. Et les chiffres qu'il a partagés en interne ne sont pas mauvais du tout, avec des revenus au rythme actuel en hausse de plus de 20% d'un mois sur l'autre en juillet, et une croissance de 32% du côté commercial. L'offre entreprise a atteint 2 millions de clients sous la direction de Dresser, soit le double de l'année précédente, et la directrice financière Sarah Fryer a indiqué aux investisseurs que l'entreprise génère désormais plus de revenus que l'activité grand public de ChatGPT. En avril dernier, Dresser estimait que l'entreprise représentait 40% du chiffre d'affaires et prédisait la parité d'ici la fin de l'année. Elle y est parvenue plus tôt que prévu. Mais les investisseurs surveillent également de près Google et Anthropic, qui rattrapent leur retard. Anthropic a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d'affaires annualisé avait atteint 65 milliards de dollars en juillet. En plus, des modèles à poids ouvert bon marché grignotent des parts de marché. Et l'action volatile de SpaceX rend les introductions en bourse d'entreprises d'IA risquées. 2 investisseurs actuels ont déclaré avoir été surpris par l'annonce de Dresser et l'ont attribué à une culture en évolution rapide. 2 anciens employés ont décrit un environnement où l'on embauche et licencie rapidement, l'un d'eux le qualifiant de cocotte minute. L'instabilité au sommet n'est pas nouvelle ici. Le licenciement de 2023, que les employés ont appelé le bip, a été constamment évoqué lors du procès Musk contre Altman en mai, où les avocats de Musk s'en sont servis pour soutenir qu'Altman n'était pas digne de confiance. Altman a témoigné qu'il n'essayait pas de tromper le conseil d'administration. Ils ont également évoqué Dario Amodei, aujourd'hui PDG d'Anthropic et ancien responsable de la recherche chez OpenAI, Altman ayant reconnu qu'Amodei l'avait accusé de nombreuses choses. Brockman s'est fait cuisiner au sujet d'une note qu'Ilya Sutskever avait rédigée sur sa performance et sa gestion. Et lorsqu'on lui a demandé de confirmer que son style de gestion avait été fortement critiqué par les employés, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette caractérisation. Un jury consultatif a finalement décidé que Musk avait attendu trop longtemps pour porter plainte. Il fait appel. Et le petit détail qui en dit le plus, après le départ de Lightcap, Altman a publié un message de remerciement. Après le départ de Dresser, rien. Son seul message ce jour-là était une réponse d'un mot. / ultra rapide, sous une annonce concernant GPT 5.6 fonctionnant jusqu'à 14 fois plus vite. Voilà où nous en sommes. Les liens vers toutes les sources sont ci-dessous et je vous recommande vraiment de lire vous-même la section de surveillance. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.